projet. On va démarrer la deuxième table ronde. Juste avant, je me permets une petite précision sur les questions à poser dans le chat. Il y a plusieurs options visiblement qui vous sont proposées et il faut penser à bien les envoyer au co-animateur pour qu'elles nous arrivent à bon port. Merci. Quand on parle de modernisation des usines, on pense forcément à la robotisation et c'est un sujet que les deux intervenantes à mes côtés connaissent bien. Amélie Aignon, vous êtes directrice générale d'Aluminium Dunkerque et vous avez travaillé main dans la main avec Sylvie Fraisse, directrice générale charge de la R&D à Rio Tinto sur un projet de véhicule autonome pour le transport d'anodes. Les AGV, on en a plein en tête quand on y pense, il y en a sur étagère, mais là, c'est pas du tout de ça dont on va parler et c'est ce qui est très intéressant. Sylvie Fraisse, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la genèse du projet et ses défis techniques ? Oui, l'aventure, parce que je pense qu'on peut appeler ça une aventure, a commencé fin 2011, début 2012. À l'époque, on regardait à améliorer la compétitivité de nos usines d'aluminium primaire. Et dans les différents axes, rapidement, on a vu qu'on pouvait améliorer toute la partie de transport des ce qu'on appelle les charges lourdes dans nos usines, donc nos anodes, notre métal. Donc là, on parle, vous parliez Marion d'AGV, là on parle de gros AGV, puisque celui qu'on va vous montrer fait 12 tonnes à vide, 8 mètres de long et 1,50 m de haut, et on transporte des charges de plusieurs tonnes à plusieurs dizaines de tonnes. Donc quand on a commencé cette aventure en 2012, un des axes effectivement a été de se dire que tout ce transport de charges que l'on peut voir ici par exemple au niveau de l'usine de Dunkerque, on pouvait le rendre autonome via des robots. Ça avait plusieurs avantages, la compétitivité qui est un des axes majeurs, mais aussi la sécurité et alors la sécurité, pourquoi ? Parce que l'un des grands risques dans ce genre de tâches, c'est les collisions et les engins entre engins et piétons. Donc ça permettait de résoudre aussi ce problème-là et puis aussi la pénibilité de certains travaux. Donc une fois qu'on a dit ça, on n'était qu'au début de l'aventure parce que les AGV, il en existe effectivement plein, mais pas pour nous. Ça n'existait pas du tout. Pourquoi ? Déjà, je vous ai parlé de la taille, mais en plus, les usines d'aluminium ont tout pour plaire pour développer des AGV. Elles ont des champs magnétiques, de la poussière. Il faut promener l'AGV dans les bâtiments, mais aussi en extérieur. Et puis l'enjeu le plus majeur, faire un AGV sur une usine nouvelle, quand vous le concevez dès le début, vous concevez votre usine pour qu'elle soit autonome. Mais là, notre enjeu, c'était de venir dans une usine qui produit 24 sur 24, 7 jours sur 7, et de pouvoir lui intégrer discrètement, le plus discrètement possible, donc un bébé de 12 tonnes qui va rentrer et faire des tâches en plein milieu de la production. Je pense que c'est ça le plus gros challenge. Donc on s'est mis en route dès le début d'ailleurs avec nos collègues opérationnels. On a pris notre téléphone, on a commencé à essayer de trouver des partenaires et là on a vu effectivement que c'était compliqué. Donc ce que l'on a fait pour commencer, c'est on s'est dit il faut d'abord qu'on gère ce changement qui est majeur et qu'on arrive à vérifier que notre rêve il est fonctionnel et qu'on va réussir à l'installer dans une usine. Donc on a fait une première étape, prototype, qu'on a appelé une concept car, où on a fait un robot qui, je dirais, remplissait toutes les idées d'innovation que l'on avait, et pour le tester, donc, déjà le fabriquer, le tester et voir si notre idée de transport autonome avait une possibilité d'exister par la suite. Donc vous avez ici l'image de notre concept car. Donc vous avez la photo en bas à gauche. Je vais vous montrer ensuite une vidéo. Et dans ce concept car, on va dire, à la fois on a testé les aspects de guidage, donc les aspects d'intelligence d'un robot, mais aussi les aspects mécaniques du robot. Comme nous avait dit un collègue qui travaille dans le minerai de fer et qui aussi développe des véhicules robotisés, ce genre de projet, c'est 1% de génie et 99% de sueur.
parce qu'une fois que vous avez eu l'idée, trouver les premières technologies, vous n'êtes qu'au début. Donc là, je vais vous citer juste un ou deux exemples. Hein. Le guidage en particulier, on s'est dit, comme il va falloir le faire fonctionner dehors, dedans, on va prendre du système GPS, puis dedans, on va essayer de trouver quelque chose. Dans une usine d'aluminium, vous pouvez abandonner le système GPS. Il y a tellement de bâtiments métalliques que le GPS, il n'y voit rien du tout. Donc voilà, première déconvenue. Par contre, on a une petite chance derrière, c'est que le système de guidage que l'on a trouvé, qui n'a aucun élément, qui ne nécessite aucun élément ni sur le sol, ni sur les murs, puisque je vous rappelle qu'on veut le rentrer dans une usine qui fonctionne déjà. Le système fonctionne à l'intérieur et à l'extérieur. Donc voilà. Donc des fois, on avait des déconvenues et quelquefois quand même un peu plus de chance. Donc, je vais vous montrer une vidéo de ce premier robot qui a fonctionné. Si ça veut bien marcher, je vais retaper une fois. Voilà. Donc là, vous voyez le premier donc, proto qui s'appelle Max. Donc c'est un nom facile à retenir qui veut dire Modular Automated Crossover. Là, vous avez des images de synthèse, parce qu'on a fait aussi tout un concept pour nos futures usines. Donc, ça permettait de se rendre compte de comment on allait optimiser tous ces flux. Aussi, ce qu'on a fait dans ce véhicule, on en a aussi profité pour améliorer, je dirais, l'environnement et aller vers des véhicules soit tout électriques, soit hybrides. Donc ici, celui que vous voyez là en train de tourner dans l'usine, est tout électrique. Et c'est un système qui marche avec des super capacités et qui permet donc de se recharger très rapidement à partir de bornes de recharge. Et ça, c'est faisable quand vous êtes dans une usine et que le véhicule va repasser toujours au même endroit. Donc vous pouvez le recharger très rapidement et il va reprendre ensuite ses fonctions. Là, vous le voyez dans l'électrolyse. Donc on a dû beaucoup travailler sur l'aspect champ magnétique. Alors, je ne ferai pas d'ironie sur le fait qu'il pleut à Dunkerque, et donc on a dû aussi le tester dans toutes les conditions atmosphériques. Là, vous le voyez prendre sa charge. Une des choses qui a été développée et qui est très spécifique aussi à ce type d'AGV, c'est qu'il fonctionne parmi des opérateurs qui vont poser des charges pas forcément exactement où on voudrait qu'elles soient posées ou pas forcément exactement dans le même sens. Et donc, le système est capable de s'adapter et d'aller chercher la charge à peu près où elle se trouve. Ça nous a aussi coûté quelques aventures quand on l'a testé à Dunkerque, ce prototype. Donc, c'était en 2014. Donc, vous voyez, il y a quand même quelques années qui se sont passées, hein, le temps qu'on arrive à le concevoir, le fabriquer et le tester. Et la première fois où il devait aller chercher sa charge, c'est très dur à dire ça, il a préféré la poubelle qui était à côté. Parce que comme il devait essayer de trouver une charge dès qu'il arrivait à moins de 3 mètres, finalement la poubelle était plus grosse et il préférait la poubelle. Donc voilà, donc on a dû s'adapter, demander à Dunkerque de ranger ses poubelles déjà et s'adapter. Donc vous voyez, quand vous développez ce genre de robot un peu sur mesure, il y a beaucoup de petits détails. L'autre chose, c'est que ce genre de robot, on lui met dans son intelligence j'allais dire son aire de jeu. Donc il connaît son usine, il a dans son intelligence son usine, et ensuite il se déplace en se repérant par rapport à l'usine. Et donc quand on a fait ce repérage, on l'a fait avec un petit chariot et puis juste les lasers qui allaient bien. C'était en hiver, on est arrivé en plein été, l'herbe avait poussé et le véhicule n'a jamais voulu démarrer parce qu'il y avait de l'herbe et il ne voulait pas avancer parce que c'était pour lui un obstacle. Et voilà un peu le genre de choses auxquelles on a fait face. Et une fois qu'on a réussi, grâce à nos collègues de l'usine, à démontrer que ce prototype fonctionnait, on est passé à la phase industrielle en fabriquant cette fois-ci avec un partenaire qui est K Group, en fabriquant donc un véhicule qui lui prend carrément les charges, donc les palettes d'anodes de l'usine de Dunkerque. Et là, je vais passer la parole à Amélie pour la suite de l'aventure. Voilà. Donc là, on voit une photo du deuxième véhicule, en fait, celui qu'on met en système d'industrialisation. On voit aussi le plan de l'usine et un petit peu une visualisation du système de gestion, ainsi que le Max sur une route. Donc on a également une deuxième vidéo
qu'on va passer pour vous montrer un petit peu, parce que moi je vais parler de l'intégration dans le milieu de travail. Et donc on va commencer par la vidéo qui montre un peu le véhicule évoluer dans l'usine. Donc là on voit une photo de l'ensemble de l'usine. Donc voilà, maintenant on a un véhicule qui transporte des palettes avec 3 charges dessus, donc similaire aux engins qu'on utilise actuellement, et donc qui vient dans des zones poser et déposer. Donc là on est dans des phases d'essai, et voilà, on va voir le véhicule, un des points par exemple le rayon de braquage, et la capacité du véhicule à passer absolument dans tous les endroits. Comme le disait Sylvie, ça nous a demandé beaucoup de travail pour mettre l'environnement dans un état impeccable, pour qu'un véhicule puisse s'y repérer tout le temps, qu'il n'y ait pas d'obstacle. Et ça nous a obligé un petit peu à progresser aussi. Donc ça, c'était un des avantages. Là, on voit le véhicule qui s'arrête devant un obstacle. Et là également, on a dû tester avec différents types d'obstacles parce que, étant donné qu'on a mis la priorité comme objectif numéro 1, et puis il faut rassurer nos employés dans ce genre de système. Je vais en parler juste après, mais si ça ne fonctionne pas sur la sécurité, ça crée énormément de défiance par rapport à l'engin. Donc voilà, là on le voit évoluer sur les routes de l'usine, et il faut savoir qu'il croise nos autres engins. Donc autant Max est sécurisé, les autres engins, mais évidemment, ne le sont pas. Donc c'est aussi à apprendre à tous les autres engins à fonctionner. Donc on est encore dans des phases multiples d'essais, mais on sécurise chacun de nos essais par rapport à l'environnement. Donc le Max est autonome, les autres ne le sont pas. Là, on voit la zone de stockage. Pareil, j'en reparlerai. Ça nous a obligé à entièrement la repenser pour que le véhicule puisse venir poser, déposer. Donc on a complètement inversé le sens et puis les entrées-sorties de ces bâtiments où le véhicule n'est pas le seul à devoir opérer. Et beaucoup de gestion de changement, en fait, comme on disait, pour s'intégrer dans un environnement industriel existant. Voilà. Voilà, donc il fonctionne aussi, hein, on voit, on l'a testé de nuit. Ce qu'on voit, le fleet management et la technologie, c'est tout le système donc de gestion qu'on va avoir derrière pour qu'il puisse évoluer de façon autonome. Donc moi, les grands enjeux sur lesquels je voulais un petit peu revenir, hein, c'est quand on a choisi de lancer ce projet de façon industrielle au niveau de l'usine, qu'on l'a annoncé, je dirais, il y a toujours un aspect intéressant pour les équipes de développement et puis beaucoup de questions en face au niveau des employés. Et une des premières choses, c'est, on peut dire, ça laisse jamais indifférent. Par contre, ça reste un robot, et un robot dans une usine aujourd'hui industrielle, c'est plutôt vu comme une menace parce que ça prend la place d'une personne. Donc la première chose à faire, c'est d'expliquer, de donner une vision et puis de dire pourquoi on le fait. Dans notre cas, ça a été de réexpliquer qu'il fallait continuer à innover dans notre industrie, d'être compétitif, de développer des nouvelles technologies et de surtout pas être les derniers. Et il y a aussi un esprit d'innovation à l'usine de Dunkerque. Donc on s'est beaucoup appuyé dessus et effectivement, très vite, au-delà de l'effet d'annonce et puis des surprises, des commentaires, on avait très vite des gens qui posaient des questions sur le comment. Comment ça allait fonctionner, comment on allait faire. On voyait que très vite, ils se projetaient sur des questions extrêmement terre-à-terre de dans quel atelier ça serait, comment ça marcherait. Évidemment, très vite, quand il va s'arrêter, qui y va, hein, s'il est vraiment autonome. Ça, c'est une des grandes questions. S'il est autonome, ben, on n'a plus rien à faire. Et en fait, non, pas du tout. Les employés ont encore à faire, mais des choses très différentes. Et c'est tout un voyage où il faut accompagner tout au long du projet. Donc, sur la partie intégration dans le milieu existant, j'en ai parlé tout au long de la vidéo. On a travaillé sur la partie sécurité, mais beaucoup au niveau de la conception. Ensuite, c'est surtout au moment des phases de test qu'on confirme si ces aspects de sécurité fonctionnent et aussi est-ce qu'ils permettent d'atteindre les objectifs de production. Parce que des fois, à mettre trop de sécurité ou à la mettre à un niveau, comme disait Sylvie, ça peut amener en fait à ne plus rencontrer les objectifs de la production. Donc il a fallu ajuster ces aspects-là aussi. Ensuite, il y a eu toute une phase pendant tout le temps où le véhicule est développé, il ne se passe rien à l'usine. Alors là, il y a une étape qui est assez intéressante parce qu'on lance le projet, on dit que c'est innovateur et puis en fait après il n'est pas là. Il n'est pas là parce qu'il est chez le fabricant
Et ce qu'on a fait pour intégrer nos employés, c'est qu'on a dédié quand même une petite équipe, un chef de projet tout de suite, qui y allait régulièrement voir l'avancement du projet, qui travaillait avec l'équipe de Rio Tinto, et d'essayer de recommuniquer à l'interne où en était la conception et de commencer à faire les changements sur le terrain, à les expliquer. Parce que cette phase-là est quand même assez longue, on est sur du temps long de développement, et sinon on est un peu prisonnier de l'effet d'annonce et après il ne se passe rien. Et ce qui peut quand même mettre à risque ce genre de projet d'un point de vue employé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a dû beaucoup travailler. Ensuite, quand on est rentré dans la phase des essais industriels, on a amené le véhicule sur site. Faut savoir qu'avant ça, il y a eu beaucoup d'essais dans un milieu où il n'y avait rien, une piste, Une piste d'atterrissage. une piste d'atterrissage. Et là, on a envoyé nos employés de projet aller voir le fonctionnement, le confirmer, puis ensuite, il est arrivé à l'usine. Une fois qu'il était arrivé à l'usine, c'était évidemment un très très beau véhicule et beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt. Et puis c'est là où on a dû démarrer les essais sur site. Et ça a été une très très belle aventure, toute cette partie-là, je pense très intéressante parce que ça concrétise encore plus. Par contre, c'est là où il faut absolument intégrer tout le monde. Donc nous, c'est passé par l'intégration des gens à tous les niveaux, de tous les métiers, parce que ça va appeler les métiers de demain. Donc aujourd'hui, on a des personnes qui conduisent, donc des chauffeurs de camions, qui emmènent ces charges dans l'usine d'un point A à un point B. Et demain, on explique que ce sera le Max qui le fera. Et pour ça, il faut superviser le véhicule, connaître le système de gestion de flotte. Ensuite, on a découvert que Max venait pas qu'un mode d'emploi prédéfini, ni un mode de maintenance déjà tout fait. Et donc, il a fallu mobiliser les équipes pour se projeter et puis commencer à travailler avec le fabricant pour développer tous ces modes d'opération et ces modes de maintenance qui font partie, je dirais, du produit, mais n'étaient pas développés. Et comment on a fait? En fait, on a mis les bonnes personnes, autant celles qui aiment bien aller se mettre à quatre pattes sur un véhicule que celles qui aiment bien être dans un bureau à réfléchir au long terme. Donc, mais ça a demandé d'impliquer absolument tous les niveaux je dirais, de compétences qu'on a dans l'usine et aussi d'essayer de réfléchir aux compétences de demain. Notre usine a 28 ans et la moyenne d'âge de nos employés est assez proche, en fait. La moyenne d'expérience est assez proche de l'âge de l'usine, parce que beaucoup ont été embauchés en même temps. Et donc, on essaie de créer les compétences de demain avec les employés d'aujourd'hui. Donc, des nouveaux métiers, puis il faut demander à ces personnes de se projeter, de réfléchir pour l'avenir. Et en fait, ils adhèrent très vite, mais il faut choisir les bonnes personnes. Donc, ça a été un des points importants et qui l'est toujours, parce qu'on est toujours en phase de développement. Un des enjeux, la communication tout au long du projet. Vous savez, toute la phase Covid, on a dû arrêter les essais, par exemple. On était à une phase où on allait lancer encore une autre série d'essais et puis déplacement interdit, plus rien, il ne s'est plus rien passé pendant quasiment 3 mois. Et à chaque fois, il faut réamorcer, il faut relancer. Parce que justement, comme c'est pas un mode opérationnel qui est là tous les jours dans l'usine, ça demande de l'énergie à chaque fois à réinsuffler dans le projet. Ensuite, je voulais parler aussi de l'enjeu social. C'est sûr qu'il y a à la fois la fascination par rapport à ce genre d'innovation, d'engins, mais il y a aussi la crainte d'emplois qui peuvent disparaître, et c'est logique. Donc, par rapport à ça, on avait déjà, je dirais, fait une étape au niveau de l'usine de Dunkerque, c'est que notre transport logistique est sous-traité à des logisticiens. Et ce qu'on a vu, c'est que très vite, ils ont souhaité aussi être associés au projet, puis réfléchir avec nous sur ce que seraient nos flottes d'engins à l'avenir, parce que partout dans le monde, ce type d'engins commence à exister. Donc, ils ont besoin aussi, eux, de prévoir leur métier de demain. Donc, il y avait notre sous-traitant avec qui on a travaillé, ensuite les employés. Et puis, ça demande une communication très régulière au niveau de notre CSE. On a travaillé avec le C2SCT, c'est-à-dire qu'ils sont associés à chaque fois dans les essais, dans la façon dont on planifie, les risques que l'on prend, comment on recommunique. Et donc, on fait des points très réguliers sur l'avancement du projet. Et sans cet aspect-là, je ne peux pas imaginer que ça fonctionne, en fait. Si on n'associe pas les utilisateurs, les parties prenantes autour, nos partenaires sociaux, en leur expliquant
tout au long où on veut aller, comment on s'y prend, on peut être très vite arrêté en fait, et puis faire face à de l'incompréhension et puis des dysfonctionnements. Et au contraire, à intégrer tout le monde en fait, il nous aide à trouver des solutions. C'est pas juste l'équipe projet. Par contre, le chef de projet est très moteur, s'implique énormément, et sans ça, on n'y arriverait pas non plus. Donc voilà. Donc c'est surtout là-dessus que je souhaiterais moi conclure, c'est dire oui, un projet d'avenir, de l'innovation. Par contre, si on travaille pas avec les utilisateurs, les personnes aujourd'hui, en fait, on n'a pas de chance d'y arriver. Et par contre, si on les associe, on a vraiment des expériences intéressantes. Voilà. Merci. Je rebondis sur ce point. Est-ce qu'il y a eu des formations qui ont été mises en place pour former vos salariés? Est-ce qu'il y a eu des recrutements en particulier? Comment vous voyez l'évolution des compétences en interne pour intégrer ces projets? Alors oui, il y a eu des formations hein, sur le véhicule, sur le système de guidage, sur son fonctionnement pour l'équipe projet, et qui a été conçue à la fois par Rio Tinto et ECA, le partenaire. Ensuite, au-delà, les formations, c'est nous qui devrons les prendre, en fait. Une fois qu'on le mettra vraiment en fonctionnement, on devra les prendre. Mais donc voilà, cette première partie de formation a été assurée. Par contre, voilà, au-delà, on est dans l'inconnu. Hein. C'est ce qu'il faut rappeler, c'est que quand c'est nouveau, on n'a pas le manuel, en fait. Et peut-être pour compléter, il y a l'aspect formation. Et effectivement, un travail qui a été vraiment fait en collaboration avec les équipes de l'usine, c'est la partie de la gestion de la flotte. Parce que le robot, il va faire ce qu'on lui dit, mais il faut que quelqu'un donne les missions qu'il a à faire. Et cette partie d'interface et de gestion de la flotte, elle a vraiment été développée au niveau de l'interface avec les futurs utilisateurs pour qu'on comprenne, nous, comment eux, j'allais dire, interfèrent et gèrent leur travail et qu'ils puissent s'y retrouver face à un écran et que ça leur parle quand ils vont lancer une mission. Donc, il y a la formation, mais il y a aussi être capable d'intégrer un produit qui parle aux gens qui vont s'en servir et qui vont continuer à gérer le transport. De penser l'outil directement en fonction déjà des pratiques qu'il y a sur le site. Tout à fait. Merci. Et en termes de compétences, donc, y a une partie en fait qu'on a déjà, hein, parce que ça reste un engin. Et puis c'est là où on voit que toute l'expérience qu'on a avec n'importe quel engin refait surface. Donc on l'a découvert. Une des premières questions, c'est qu'on a eu, s'il marche pas, comment on va le chercher? Quand il s'arrête, il revient pas tout seul justement. Et puis c'est là où il y a toujours une petite phase de cynisme, hein, de dire voilà, il est automatique, mais finalement il se répare pas tout seul non plus. Donc on a dû réfléchir aux pneus, par exemple, parce qu'en fait s'il crève, ça marche plus très bien. Hein. J'en vois qui sourit, mais voilà, enfin Sylvie le disait, s'il crève, en fait il a plus les mêmes repères. Voilà, il se retrouve au ras du sol, donc ça marche pas. Donc il a fallu aussi réfléchir à s'il tombe en panne et à quel endroit, comment on va le chercher. C'est là où nos équipes ont dû réfléchir, parce qu'il va falloir aller prendre un autre engin ou chariot pour aller le chercher et le dépanner. Et donc c'est là où il a fallu travailler ensemble pour dire le véhicule automatique en panne, il est plus automatique, donc il rentre plus tout seul se faire réparer. Et là, on est retombé sur les bonnes vieilles compétences qu'on trouve en usine, et puis l'aspect où on se débrouille, en fait, on trouve la solution, on se relève les manches, on trouve la solution tout simplement, et c'est là où on retrouve aussi l'esprit qu'on a à Aluminium Dunkerque qui aide à faire avancer ce genre de projet. Tout à fait. Et quels enseignements vous tirez de ce projet? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses que vous dites que vous feriez différemment, ou au contraire, vous dites ça, c'était vraiment clé dans la réussite du projet? Sur faire différemment, je dirais on ferait encore plus ce qu'on a fait, c'est-à-dire d'intégrer les équipes opérationnelles dès le début. Parce qu'on peut faire de l'ingénierie, être très doué au niveau du concept et aller dans le bon sens du concept. Comme l'a expliqué Amélie, tant que les opérationnels, les gens qui vont s'en servir, qui vont l'avoir au milieu de leur usine tous les jours, ne sont pas intégrés, et pas que ceux qui vont l'opérer, ceux qui vont le maintenir aussi. On a quand même eu quelques belles réunions sur la maintenance. Donc ça c'est vraiment, vraiment la clé, parce que c'est très nouveau, il faut gérer le changement. Donc si c'est à refaire, c'est vraiment cet aspect-là.
une des premières leçons, je pense. Vraiment encore le renforcer. Je ne sais pas si tu veux. Non, moi je dirais oui, effectivement, cette partie-là. Et puis, je pense que c'est important de savoir que quand c'est des projets d'innovation comme ça, on prend des risques. Et donc de savoir toujours l'expliquer, le présenter, parce que si on pense que c'est un chemin droit et sans problème, c'est pas vrai. Donc il faut être très résilient et puis il faut toujours garder le cap pour que à chaque fois qu'on rencontre un aléa, c'est pas grave, et de mettre les bonnes personnes pour ça. C'est-à-dire que quand on rencontre un obstacle, de se retrousser les manches et puis te dire bon ok, comment on fait, c'est pas plus grave que ça. Et ça c'est important, savoir que c'est long, qu'il faut de la résilience, qu'il faut pas s'arrêter au moindre obstacle. Et comme j'ai un point important qu'on a vécu encore plus, c'est qu'on faisait partie du groupe Rio Tinto au début de l'aventure et on a été vendu en cours de route. Et donc on était 2 avec un partenaire qui fabriquait le véhicule, et ensuite maintenant on est 3. Et donc il faut que la relation entre les 3 partenaires soit très efficace et que ça avance un petit peu au même rythme, et puis chacun prend des risques mais à des étapes différentes. C'est-à-dire que tout le temps de développement conceptuel a été chez Rio Tinto, ensuite la fabrication a été chez ECA, et une fois qu'il est arrivé à Dunkerque, moi je peux parler au nom de l'usine, c'est nous qui récupérons un peu la pression de le faire fonctionner, avec évidemment les équipes des autres, mais une fois qu'il est dans l'usine, c'est nous qu'on regarde, et c'est là où il faut être présent. Donc il faut que chacun puisse porter sa part dans ce projet, et puis reprendre le flambeau au moment où quelque chose ne va pas, ou au contraire quand il faut accélérer sur une étape ou rattraper du temps. Donc il faut un partenariat très très fonctionnel. D'accord. Est-ce qu'on a des questions du public peut-être ? Oui, nous avons 3 questions qui ne sont pas forcément connectées à l'intervention sur l'AGV, mais qui concernent plus l'industrie dans son ensemble. Donc je vais me permettre d'apporter des éléments de réponse. On a une première question sur le sujet de la bauxite. Donc comme on n'a pas forcément les experts aujourd'hui sur ce sujet-là, j'invite la personne qui a posé cette question à aller voir sur la chaîne YouTube d'Aluminium France, où on a déjà un certain nombre d'éléments de réponse, entre autres liés à Aluminov l'année dernière. Une autre question sur le CO2 et l'équivalent CO2 de l'aluminium. Là aussi, vous retrouverez sur le site de la DGE la feuille de route décarbonation avec tous les éléments liés à l'empreinte carbone de l'aluminium, ainsi que les perspectives à 2030 et 2050 et les engagements de la filière. Et enfin, une question un peu plus large sur le plan de relance qui était adressé donc à Romain, mais je ne sais pas si Romain est encore avec nous, ce qui fait que, bien sûr, on invite toutes les personnes à se concentrer sur le plan de relance et sur les guichets qui sont ouverts. Il y a encore de nombreux guichets qui sont ouverts, sachant qu'Aluminium France demande à ce que les guichets pour l'industrie du futur, qui est le thème d'aujourd'hui, soient maintenus également à l'automne ainsi que sur 2022, parce qu'on n'a pas encore de visibilité là-dessus. Donc ça nous semble des points importants pour le soutien de nos entreprises et surtout celles qui sont en difficulté. Et enfin, une dernière question qui vient d'arriver, justement concernant l'AGV. Voilà, avez-vous rencontré de grosses difficultés avec l'état du sol où l'AGV devait circuler? Voilà. C'est quelqu'un qui connaît le sujet qui pose la question. C'est une excellente question. Alors nous, non, parce que justement, quand on a regardé et recherché le système de guidage, c'est ce que je disais tout à l'heure, on s'est imposé de trouver un système. Alors, on espérait le trouver, hein. On s'est imposé de trouver un système qui soit le moins intrusif possible par rapport à l'usine et qui ne nécessite pas, par exemple, soit des cibles au sol, soit des cibles sur les murs, donc soit une modification de la structure de l'usine. Et donc le système a son intelligence, connaît son usine, comme je vous le disais tout à l'heure, et ensuite se déplace en se repérant par rapport à ce qu'on appelle dans ce jargon-là des amers, c'est-à-dire des lignes droites qui sont les murs, les poteaux, etc. Donc du coup que le sol, il y ait des déchets qui restent ou il y ait des trous. Alors il ne faut pas qu'il y ait un énorme nid de poule qui fait qu'il va piquer du nez, ça oui. Mais par contre, il n'a pas besoin d'avoir un beau sol, bien miroir, tout plan, parce qu'il sait faire avec et il se débrouille, j'allais dire, autrement pour se guider. Donc non, ce n'est pas un des principaux problèmes qu'on a eu. Par contre, à l'usine, on a fait le ménage avant qu'il arrive. Un grand ménage, donc comme je disais, on a quand même revu toutes les surfaces et autant le véhicule peut fonctionner.
Par contre, on va tester sa résistance justement à un nid de poule. Ça fait un choc sur un engin et c'est un premier. Donc on va voir comment il réagit. Pareil, hein, les charges, c'est plusieurs tonnes. Quand il y a un nid de poule, elle bouge. Ça peut endommager la structure du véhicule à la longue. C'est des choses qu'on suit de façon continue hein, sur nos véhicules existants. Et donc tout ça, on est quand même très vigilant sur cet aspect-là dans le mode d'utilisation. Et puis oui, on s'assure quand même de pas le tester là où il y a des nids de poules. Pas le casser tout de suite. On les répare régulièrement. Merci pour cette présentation. On n'a pas eu l'occasion d'évoquer le sujet financier, mais je crois savoir que votre projet avait reçu le soutien de Bruxelles. Et justement, on a un intervenant qui est là